Le silence qui régnait dans le salon privé du restaurant Le Zénith, l'établissement le plus exclusif de tout Paris, pesait bien plus lourd que l'entrecôte recouverte de feuilles d'or 24 carats qui gisait, intacte, sur la table en acajou massif. Julien Delacroix, magnate de la technologie dont la fortune personnelle était estimée à 40 milliards d'euros, tremblait de tout son corps. Il ne tremblait pas de peur, non, cet homme ne connaissait pas la peur telle que le commun des mortels la concevait. Il tremblait d'une rage pure, non diluée, une fureur volcanique qui menaçait d'entrer en éruption à tout instant. Il tenait sa tablette numérique comme on tiendrait une arme chargée, hurlant dans son téléphone crypté, exigeant une solution immédiate que son équipe d'ingénieurs, pourtant tous issus des plus prestigieuses grandes écoles comme Polytechnique et l'École normale supérieure, étaient incapables de lui fournir. Il se trouvait à exactement 5 minutes de voir son empire s'effondrer, 5 minutes avant que l'œuvre de toute une vie ne soit réduite en poussière numérique. Il hurla, sa voix résonnant contre les parois insonorisées, « Amenez-moi quelqu'un de plus intelligent ». Ses poumons brûlaient sous l'effort, terrifiant le personnel qui se tenait à l'extérieur, le dos collé au mur du couloir feutré. Il ignorait que la réponse à ses prières furieuses se tenait juste derrière lui, tenant une cafetière en argent remplie de café décaféiné. Ceci est l'histoire de la façon dont un espresso renversé a bouleversé la bourse de Paris. Pourquoi il ne faut jamais juger l'intelligence à l'uniforme que l'on porte, et comment une serveuse nommée Sarah a donné une leçon d'humilité à l'homme le plus arrogant de France. La pluie battait avec violence contre les immenses baies vitrées du Zénith, situées au dernier étage d'un immeuble haussmannien, offrant une vue imprenable mais grise sur la tour Eiffel. C'était le genre d'endroit où une simple bouteille d'eau minérale coûtait plus cher que le salaire horaire minimum, et où le silence était la commodité la plus onéreuse du menu. Sarah Benoît ajusta son tablier, grimaçant légèrement alors que le tissu rigide frottait contre sa hanche. Elle était debout depuis 10 heures d'affilée. Ses chevilles étaient enflées, doublant presque de volume, et l'odeur entêtante de l'huile de truffe blanche mélangée aux eaux de Cologne hors de prix commençait à lui donner la nausée. À 26 ans, Sarah possédait ce genre de visage que les gens décrivaient souvent comme passablement joli mais oubliable. Des yeux perçants et intelligents cachés derrière des lunettes au verre taché de vapeur, des cheveux châtains tirés en arrière dans un chignon sévère et fonctionnel, et une posture qui tentait désespérément de se faire toute petite, de disparaître du monde. Benoît. Le sifflement provenait de Marc, le maître d'hôtel. C'était un homme qui portait son smoking comme une armure médiévale et traitait le personnel de service comme des serfs dans son royaume personnel. Sarah se précipita vers la station de service, gardant la tête baissée pour éviter son regard critique. « Oui, Marc, » murmura-t-elle. « La table numéro 1 est occupée, » chuchota Marc, ses yeux écarquillés par un mélange toxique de peur et d'avidité. Julien Delacroix. Il vient d'entrer avec son entourage. Je te veux uniquement au service de l'eau et du café. Ne parle pas sauf si on t'adresse la parole. Ne croise pas son regard. Si tu laisses tomber ne serait-ce qu'une petite cuillère, tu es viré avant même qu'elle ne touche le sol. Est-ce que c'est clair? Sarah hocha la tête, son estomac se nouant douloureusement. Julien Delacroix. Tout le monde connaissait ce nom. Il était le PDG d'Ether Dynamics, le géant technologique français qui construisait actuellement l'infrastructure du nouvel Internet quantique mondial. C'était un visionnaire, un génie, et selon tous les rapports, un véritable cauchemar pour ses employés. Les nouvelles avaient bourdonné toute la semaine à propos de son lancement de produit imminent, le réseau satellitaire Projet Orion. Il était censé être mis en ligne dans 48 heures. « Je comprends », dit Sarah doucement. « Bien. Il est déjà d'une humeur exécrable. » Il a jeté son manteau en cachemire à la fille du vestiaire, ricana Marc en lissant les revers de sa veste. « Allez, aux gazeuses. Pas de glaçons. Et pour l'amour de Dieu, Benoît, essaie d'avoir l'air moins épuisé. » Sarah saisit la carafe en cristal remplie d'eau de source et se dirigea vers l'alcôve privée connue sous le nom de la cage de cristal. C'était une section semi-insonorisée du restaurant, réservée aux milliardaires et aux politiciens qui voulaient conclure des accords sans que les paparazzis ou les oreilles indiscrètes n'en saisissent les détails. Alors qu'elle approchait, l'air semblait vibrer de tension, une électricité statique palpable. 3 hommes en costume sombre, l'équipe de sécurité et juridique de Delacroix, se tenaient près de l'entrée comme des statues de marbre. À l'intérieur de l'alcôve, Julien Delacroix faisait les 100 pas. Il était plus jeune qu'il ne paraissait à la télévision, peut-être vers la fin de la trentaine, avec des traits anguleux et des yeux qui semblaient ne pas avoir cligné depuis des jours. Il avait arraché sa cravate en soie et déboutonné le col de sa chemise italienne sur mesure. Il ne mangeait pas. Il fixait une projection holographique flottant au-dessus d'une tablette de qualité militaire renforcée posée sur la table. « Je me fiche de ce que disent les diagnostics, Henri », hurlait Julien dans un smartphone ultra fin, sa voix se brisant sous l'intensité de son émotion. La latence fait des pics à 400 millisecondes. Si nous lançons vendredi avec ce genre de décalage, l'action s'effondre.
Je perds le contrat avec le ministère des Armées et Ether Dynamique devient la risée du monde entier. Sarah se glissa dans la pièce comme un fantôme. Elle avait perfectionné l'art d'être invisible. C'était un mécanisme de survie. Dans le système de foyer d'accueil où elle avait grandi, être remarquée signifiait généralement des ennuis. Elle s'approcha de la table, avec l'intention de verser l'eau dans le gobelet en cristal qui attendait. « C'est la clé de cryptage, Julien », hasarda timidement un homme assis à la table. C'était David Rossignol, le directeur financier d'Ether. Il avait l'air sur le point de vomir son dîner. L'algorithme récursif tourne en boucle. Il consomme toute la puissance de traitement. Julien fit volte-face, frappant sa main sur la table avec une telle violence que l'argenterie sursauta. Sarah se figea, la carafe en suspens dans les airs. « Je sais que c'est l'algorithme récursif, David, » rugit Julien. « J'ai écrit l'architecture centrale moi-même il y a 5 ans. Elle est impeccable. Le problème n'est pas le code. C'est l'intégration avec le nouveau firmware des satellites. Henri me dit que c'est une limite matérielle. Je lui dis que c'est un incompétent notoire. » Julien saisit la tablette, balayant furieusement des lignes de code complexes en cascade qui défilaient dans un flou de bleu néon. « Nous avons 48 heures, » siffla Julien, sa voix tombant dans un murmure dangereux. « Si cette latence n'est pas fixée, nous ne lançons pas. Si nous ne lançons pas, le conseil d'administration vote mon éviction lundi. Réparez ça ou je brûlerai vos carrières jusqu'au sol. » Il raccrocha le téléphone et le jeta sur la banquette en velours. Il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un souffle tremblant. Sarah versa doucement, lentement, l'eau gazeuse. Le pétillement des bulles était le seul son dans le silence terrifiant. Elle remplit le verre exactement à 2 centimètres du bord, se tourna et commença à battre en retraite. « Attendez » commanda Julien. Sarah s'arrêta. Elle ne se retourna pas immédiatement. « Monsieur. » Café. Noir, double dose. Et dites au chef que s'il envoie quoi que ce soit avec de la coriandre, j'achète cet immeuble et je l'expulse. « Oui, monsieur, » dit Sarah, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. Alors qu'elle retournait vers la cuisine, son esprit n'était pas sur le café. Il était sur le code bleu qu'elle avait vu défiler sur la tablette. Elle ne l'avait aperçu que pendant 3 secondes, mais son cerveau en avait pris une photographie instantanée. C'était une habitude qu'elle ne pouvait pas briser. La reconnaissance de motifs. Sarah Benoît n'était pas juste une serveuse. 5 ans auparavant, elle avait été doctorante à Polytechnique, se spécialisant dans la cryptographie quantique et la dynamique des fluides de données. Elle avait été l'esprit le plus brillant de sa génération, publiant des articles sous un pseudonyme car elle craignait l'attention. Mais ensuite, la vie était arrivée. Spécifiquement, l'Alzheimer précoce de sa mère, Hélène. L'assurance ne couvrait pas l'établissement spécialisé dont sa mère avait besoin. L'argent de la bourse ne suffisait pas. Sarah avait abandonné, pris 3 emplois, et disparu dans l'anonymat de l'industrie du service pour payer les soins de la seule personne qu'il avait jamais aimée. Elle secoua la tête en atteignant la machine à espresso. « Ce n'est pas ton problème, Sarah, » se dit-elle. « Tu sers le café, tu prends les pourboires, tu paies la maison de retraite, les pains dorés, tu survis. » Mais l'image du code brûlait dans son esprit. Elle avait vu l'erreur. Ce n'était pas le matériel, et ce n'était pas l'algorithme lui-même. C'était la syntaxe dans la commande de pont. C'était une faute de frappe catastrophique et invisible. Au moment où Sarah revint avec le café, l'atmosphère dans la cage de cristal était passée de tendue à apocalyptique. 2 autres hommes étaient arrivés. Des consultants d'une firme de cybersécurité de premier plan. Ils transpiraient abondamment. Julien Delacroix ne faisait plus les 100 pas. Il était assis, la tête dans ses mains, l'air totalement vaincu. « Nous avons essayé de contourner le pare-feu secondaire », disait rapidement l'un des consultants, un homme nommé Pierre. « Ça n'aide pas. La perte de paquets se produit toujours au nœud de transfert. Monsieur Delacroix, nous recommandons de retarder le lancement. » Julien leva les yeux. Ses yeux étaient bordés de rouge. « Retarder ? Vous voulez que je dise à la presse, aux actionnaires et au ministère qu'Ether Dynamique n'est pas prêt ? Savez-vous ce qui arrive au prix de notre action si je retarde ? Il chute de 40%. 4 milliards d'euros de valorisation. Disparu. Pouf. » Il claqua des doigts, le son net et violent. « Il doit y avoir un correctif, » dit Julien, la voix tremblante. « C'est une boucle logique. Ça doit l'être. » « Nous avons eu 20 ingénieurs dessus pendant 3 jours, monsieur, dit Pierre sur la défensive. S'il y avait une erreur logique, nous l'aurions trouvée. Le code est propre. C'est le processeur des satellites. Il ne peut pas gérer la charge de cryptage.
C'est le processeur d'Omnia 6, hurla Julien en frappant à nouveau du poing. Il peut gérer 1000 fois cette charge. Vous êtes tous des idiots. Chacun d'entre vous. Sarah posa le café sur la table. Sa main ne tremblait pas, mais elle sentit un frisson froid descendre le long de sa colonne vertébrale. Elle regarda à nouveau la tablette. Le code exécutait toujours une simulation, et échouait. Ligne 4022, pensa-t-elle. Regardez la ligne 4022. Elle se mordit la lèvre. Elle avait besoin de ce travail. Les frais de la maison de retraite avaient encore augmenté le mois dernier. Si elle se faisait virer, sa mère serait transférée dans un établissement public vétuste, et Sarah savait que cela la tuerait. Elle se tourna pour partir. « Où est le sucre » claqua Julien. Sarah s'arrêta. « Vous avez demandé du café noir, monsieur. »« J'ai changé d'avis, » hurla Julien. Il se leva, repoussant sa chaise du pied. « Je veux du sucre. Je veux une solution. Je veux des gens compétents autour de moi. » Il regarda ses consultants, son directeur financier et son équipe de sécurité. Il les regarda avec un dégoût pur. « Regardez-vous, » ricana Julien. « Des costumes qui coûtent 5000 €, des diplômes de HEC et de Stanford, me facturant 1000 € de l'heure, et pas un seul de vous ne peut trouver un simple goulot d'étranglement dans le flux. » Il saisit la carafe d'eau que Sarah avait versée plus tôt et la lança contre le mur. Le verre explosa, des éclats pleuvant sur le tapis coûteux. Le restaurant entier devint silencieux. Même le pianiste dans la salle principale s'arrêta. « Amenez-moi quelqu'un de plus intelligent » hurla Julien, sa voix résonnant sur les parois de verre. « Je me fiche que vous deviez les traîner depuis la rue. Trouvez-moi quelqu'un qui comprend le cryptage polymorphe. Sortez, tous. Sortez de ma vue. » Les consultants se précipitèrent pour rassembler leurs papiers. David Rossignol, le CFO, était pâle. « Julien, s'il te plaît, tu fais une scène. J'ai acheté la dette de ce restaurant la semaine dernière, David. Je peux le brûler si je le veux. Sortez. » Les hommes fuirent la cage de cristal, laissant Julien seul, haletant, la poitrine soulevée. Il s'effondra dans sa chaise, enfouissant son visage dans ses mains. Sarah était toujours là. Elle n'avait pas bougé. Elle se tenait au milieu du verre brisé et de la flaque d'eau gazeuse. Marc, le gérant, accourut, le visage masqué par la terreur. Il saisit brutalement le bras de Sarah. « Je suis tellement désolé, monsieur Delacroix. Je vais l'enlever immédiatement. Idiote de fille. Pourquoi restes-tu planté là ?» Marc tira le bras de Sarah assez fort pour laisser un bleu. « Va chercher un balai. Nettoie ça et ensuite fiche le camp. Tu as fini pour ce soir. » Sarah regarda Marc. Puis elle regarda Julien Delacroix. Elle vit un homme qui était sur le point de perdre tout ce qu'il avait construit. Elle vit le désespoir. Et soudain, la peur de perdre son emploi fut surpassée par la pure frustration intellectuelle de voir quelqu'un échouer à résoudre un puzzle qu'elle avait déjà résolu dans sa tête. Elle libéra son bras de la prise de Marc. « Non, » dit Sarah. Marc se figea. « Pardon. » Sarah l'ignora. Elle fit un pas vers la table. Julien Delacroix leva les yeux, ses yeux se plissant. Il ressemblait à un tigre prêt à bondir sur une gazelle. « Qu'est-ce que vous avez dit » demanda Julien, sa voix basse et dangereuse. « J'ai dit non » répéta Sarah, sa voix gagnant en force. Elle ajusta ses lunettes. « Je ne vais pas nettoyer le verre tout de suite. Parce que si vous lancez vendredi avec ce code, vous ne perdrez pas seulement le contrat. Vous allez transformer les satellites en briques. Ils deviendront des débris orbitaux. » Silence. Silence absolu. Marc avait l'air de faire un AVC. « Espèce de petite insolente, laisse-nous. »« Parle, » dit Julien. Il n'avait plus l'air en colère. Il avait l'air confus. « Comment savez-vous pour les satellites ?»« C'est aux nouvelles, » mentit Sarah avec fluidité. « Mais le code sur votre écran, ça ce n'est pas aux nouvelles. C'est du C++ avec un wrappé Python personnalisé, spécifiquement la syntaxe obsidienne que vous avez développée en 2018. » Julien se redressa. « Vous reconnaissez la syntaxe. »« Je reconnais l'erreur, » dit Sarah. Elle pointa un doigt tremblant vers la tablette. « Vos consultants cherchent une erreur logique dans le cryptage. Mais l'erreur n'est pas dans les mathématiques. Elle est dans l'allocation de mémoire. »« L'allocation de mémoire est dynamique, » ricana Julien. « Elle s'étend selon les besoins. »« Pas à la ligne 4022, » dit Sarah. Vous avez un pointeur référençant une variable nulle dans le vidage du cache. Chaque fois que le système essaie de vider le tampon pour réduire la latence, il heurte un mur. Il réessaie. C'est votre pic de 400 millisecondes.
C'est un échec de la récupération de mémoire, le « garbage collection ». Julien la fixa. Il regarda son uniforme bon marché, son chignon décoiffé, ses chaussures orthopédiques. Puis il regarda la tablette. Il balaya jusqu'à la ligne 4022. Ses yeux scannèrent le code. Il marmonna pour lui-même. Il fit défiler vers le haut. Vers le bas. Sa bouche s'entr'ouvrit légèrement. « Donnez-moi la tablette », dit Sarah doucement. C'était un ordre, pas une demande. Julien Delacroix, l'homme qui venait de virer une pièce remplie d'experts, fit glisser la tablette de qualité militaire sur la table vers la serveuse. Sarah posa le plateau de café sur le sol. Elle essuya ses mains sur son tablier. Elle prit le stylet. « Marc », dit Sarah sans lever les yeux. « Apporte-moi un café frais et ne me parle pas. » Elle commença à taper. Le silence dans le restaurant avait changé. Ce n'était plus le silence craintif d'un personnel terrifié par un tyran. C'était le silence lourd et stupéfait de témoins assistant à quelque chose d'impossible. Sarah Benoît se tenait au-dessus de la table, sa posture changeant. L'affaissement de ses épaules, la position défensive qu'elle avait adoptée pendant 5 ans comme serveuse s'évaporèrent. Alors que ses doigts se resserraient autour du stylet lourd et lesté, elle n'était plus Sarah la serveuse. Elle était Sarah Benoît, la prodige qui avait écrit son premier système d'exploitation à l'âge de 14 ans. Elle tapota l'écran, faisant apparaître la console de commande. L'interface était élégante, mode sombre avec surbrillance syntaxique à haut contraste. C'était beau. C'était familier. C'était comme rentrer à la maison après une longue guerre froide. Vous utilisez un pointeur récursif sur un objet vide, marmonna Sarah, plus pour elle-même que pour le milliardaire qui l'observait. Erreur classique. Quand vous essayez de relier le C++ avec le nouveau script quantique, le compilateur l'ignore, mais le moteur d'exécution s'étouffe dessus chaque fois qu'il essaie de vider le cache. Julien Delacroix était penché en avant, ses coudes sur la table, la mâchoire légèrement pendante. Il regardait ses mains. Elles étaient rouges et gercées à force de laver la vaisselle et de frotter les tables, les ongles coupés courts et pratiques, mais elles bougeaient à travers l'interface numérique avec la grâce d'une pianiste de concert. « Ligne 4022 », chuchota Julien. « J'ai vérifié cette ligne. Elle avait l'air propre. » « Elle a l'air propre à l'œil humain parce que vous avez utilisé une variable localisée, » le corrigea Sarah, sans lever les yeux. Elle réécrivait le bloc de code, c'est très rapide et précis. Mais le satellite n'est pas local. Il est en orbite terrestre basse. La variable doit être globale ou l'adresse mémoire se perd dans le vide, littéralement. Marc, le gérant, était revenu avec une tasse de café. Ses mains tremblaient tellement que la tasse cliquetait contre la soucoupe. Il regardait entre Julien et Sarah, son cerveau incapable de traiter l'image. Son employée la moins payée, la fille qu'il réprimandait régulièrement pour ne pas avoir assez poli l'argenterie, donnait une leçon au riche homme le plus puissant de Paris sur l'architecture logicielle. « Monsieur, Queen à Marc. Dois-je appeler la sécurité ? Elle touche à une propriété confidentielle. » « La ferme, » dit Julien sans tourner la tête. « Si tu parles encore, tu es viré. Et pas seulement d'ici. Je m'assurerai que tu ne gères plus jamais un stand de hot-dog. » Marc se figea, son visage se vidant de sa couleur. Il recula dans l'ombre. Sarah ne les entendait pas. Elle était dans la zone, l'état de flux. C'était une drogue qu'elle n'avait pas goûtée depuis des années. Elle supprima la commande de pont défectueuse. Elle initia une modification manuelle de la table d'allocation de mémoire. Tape, glisse. Voilà, dit-elle doucement. Maintenant, nous forçons la récupération de mémoire à s'exécuter avant que la clé de cryptage ne cycle, pas après. Elle tapa une commande finale. Pseudo-exécution patch low 44. Elle appuya sur Entrée. L'écran devint noir. Puis un anneau de chargement bleu tournant apparut. La pièce retint son souffle. 10 secondes. 20 secondes. Ça compile, souffla Julien. D'habitude, ça plante à 15 secondes. 30 secondes. L'écran clignota en vert. Un flux chaotique de données commença à défiler sur l'écran. Mais cette fois, ce n'étaient pas les journaux d'erreur en texte rouge déchiqueté. C'étaient des flux lisses et fluides de texte blanc. Un chiffre dans le coin supérieur droit du tableau de bord commença à chuter. Latence, 400 ms, 350 ms, 200 ms. Julien se leva lentement. Il fixait le chiffre comme s'il s'agissait d'une vision religieuse. Latence, 100 ms, 50 ms. Le chiffre devint vert néon brillant. Latence, 4 ms stable. 4 millisecondes, chuchota Julien. Sa voix se brisa. Il regarda le flux en direct du banc d'essai des satellites.
Le flux vidéo qui avait été saccadé et pixelisé auparavant passa instantanément en résolution 8K cristalline. C'est du temps réel. C'est réellement du temps réel. Il leva les yeux vers Sarah. Sarah posa le stylet doucement sur la table. L'adrénaline s'estompait, remplacée par une vague soudaine et écrasante d'épuisement et de réalité. Elle se rappela où elle était. Elle se rappela l'odeur de l'huile de truffe. Elle se rappela qu'elle portait un uniforme en polyester qui sentait le café rassis. Elle recula, baissant la tête, redevenant instantanément la servante invisible. « Le café, monsieur », dit-elle en désignant la tasse que Marc avait laissée. « Et je vais apporter une serviette propre pour ce qui a été renversé. » Elle se tourna pour s'éloigner. Elle avait besoin d'aller à la cuisine. Elle avait besoin de se cacher. Elle s'était exposée. Les gens comme Julien Delacroix ne laissaient pas simplement les choses passer. Ils posaient des questions. Et les questions étaient dangereuses pour quelqu'un essayant de se cacher d'un passé plein de dettes et de naufrages académiques. « Arrêtez », dit Julien. Ce n'était pas un cri cette fois. C'était une supplique. Sarah s'arrêta. « Monsieur, je dois vraiment vérifier mes autres tables. » Julien rit. C'était un son sec, incrédule. « Vos autres tables ? Vous venez de sauver un lancement à 4 milliards d'euros et vous vous inquiétez que la table 4 ait ses apéritifs. » Il contourna la table. Il était grand, imposant, irradiant le pouvoir. Il s'arrêta à 60 cm devant elle, bloquant son chemin vers la cuisine. « Regardez-moi », commanda-t-il. Sarah leva lentement les yeux. Derrière ses lunettes tachées, ses yeux étaient intelligents, fatigués et sur leur garde. « Qui êtes-vous » demanda Julien. « Et ne me dites pas que vous êtes une serveuse. Les serveuses ne connaissent pas la syntaxe obsidienne. Mes propres ingénieurs seniors ne connaissent pas la syntaxe obsidienne aussi bien. Qui êtes-vous vraiment ?»« Je suis juste Sarah, » dit-elle, serrant son tablier. « Je lis beaucoup. Des blogs technologiques, des magazines. »« Des conneries, » dit Julien. Il croisa les bras. « Vous n'avez pas lu ça dans un blog. C'était de l'instinct. C'était de la maîtrise. Vous avez diagnostiqué une erreur de pointeur dans une base de code propriétaire en moins de 3 minutes. Il a fallu 3 jours à mon équipe pour échouer à faire ça. » Il fouilla dans la poche de sa veste et sortit un chéquier. Il déboucha un stylo plume en or. « Combien » demanda-t-il. Sarah cligna des yeux. « Pardon. Combien gagnez-vous ici ? Par an ? 30 000 ? 40 » Il griffonna furieusement. Il déchira le chèque et le tendit. « 50 000 euros, » dit Julien. « Juste pour ce soir, pour le correctif. Prenez-le. » Sarah regarda le morceau de papier. 50 000 euros. C'était 2 ans de soins pour sa mère. C'était la différence entre l'établissement public aux murs moisis et la maison de retraite privée avec le jardin que sa mère aimait tant. Sa main tressaillit. Chaque instinct dans son corps lui hurlait de le prendre. Mais elle savait comment cela fonctionnait. Si elle prenait l'argent, elle était sur sa liste de paie. Si elle était sur sa liste de paie, il lancerait une vérification des antécédents. Il trouverait les dettes. Il trouverait la suspension académique. Il trouverait l'incident à Polytechnique qui avait ruiné son nom, l'incident qu'elle n'avait pas réellement commis, mais pour lequel elle avait porté le chapeau. « Je ne peux pas prendre ça, » dit Sarah, sa voix tremblante. « Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Je l'ai fait parce que le code était faux et que ça me dérangeait. » Julien la fixa, le chèque flottant dans l'air entre eux, ses yeux plissés. La gratitude s'estompait, remplacée par la froide suspicion calculatrice d'un homme qui avait des ennemis partout. « Vous ne prenez pas l'argent, » dit-il lentement. « Vous travaillez au salaire minimum, mais vous refusez 50 briques. Ça n'a pas de sens. Sauf si... » Il fit un pas de plus. La température de l'air sembla chuter. « Sauf si vous n'êtes pas censé être ici, » dit Julien sombrement. « Qui vous a envoyé ? Êtes-vous avec Vertex System ? Vous ont-ils planté ici pour me saboter et vous avez eu un changement de cœur ? Ou est-ce une pièce de théâtre pour gagner ma confiance afin d'injecter une porte dérobée dans le système plus tard ?» Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Quoi ? Non, je suis juste une serveuse. »« Personne n'est juste quoi que ce soit, » claqua Julien. Il se tourna vers son garde du corps, un homme massif nommé Grave, qui se tenait près de l'entrée. « Grave, verrouille les portes. Personne ne quitte le restaurant, surtout pas elle. » L'atmosphère au Zénith se transforma instantanément d'une expérience culinaire haut de gamme en une situation de prise d'otage. Le garde de sécurité, Grave, bougea avec une vitesse effrayante, verrouillant les lourdes doubles portes en chêne et se tenant devant elle, les bras croisés. Les quelques autres convives dans le restaurant commencèrent à murmurer,
regardant autour d'eux avec confusion. Marc, le gérant, avait l'air sur le point de s'évanouir. « Monsieur Delacroix », trembla Marc. « Vous ne pouvez pas verrouiller les portes. C'est de la séquestration. Les codes incendie. »« J'achèterai les pompiers s'il le faut, » rugit Julien. Il reporta son attention sur Sarah. Le charme avait disparu. Le désespoir avait disparu. Maintenant, il était le requin qui avait dévoré la Silicon Valley et la French Tech tout entière. Il pointa la banquette. « Assieds-toi. »« J'ai du travail à faire, » dit Sarah, son cœur martelant contre ses côtes comme un oiseau piégé. « Ton service est terminé. Assieds-toi. » Sarah regarda grave près de la porte. Elle regarda Marc, qui était inutile. Elle réalisa qu'elle n'avait pas le choix. Lentement, elle glissa dans la banquette en velours, s'asseyant en face de l'homme qu'elle venait d'aider. Julien s'assit en face d'elle. Il plaça la tablette entre eux. Le verre, latence 4 millisecondes, brillait toujours doucement. « Recommençons, » dit Julien, sa voix faussement calme. « Nom complet. Sarah Benoît. » Julien sortit son téléphone. Il ne composa pas de numéro. Il ouvrit une application qui ressemblait à une ligne directe vers une base de données. Sarah Benoît. Nom courant. Date de naissance. Sarah hésita. 14 juin 1998. Julien tapa. Il attendit. Il fronça les sourcils. J'ai une Sarah Benoît listée à Paris. Travaille ici au Zénith. Casier judiciaire vierge. Le score de crédit est abyssal. Lourde charge de dette, prêt étudiant, dette médicale. Il leva les yeux, son regard perçant. Vous devez 200 000 € à diverses institutions et pourtant vous venez de refuser un chèque de 50 000. Pourquoi? C'est personnel, dit Sarah, serrant ses mains ensemble sous la table. Rien n'est personnel quand vous touchez à mon code, dit Julien. Où avez-vous appris le C++? Où avez-vous appris l'Obsidien? Je vous l'ai dit, en ligne. Mensonge, dit Julien calmement. L'Obsidien n'est pas en ligne. C'est un langage propriétaire que j'ai développé en interne. Ce n'est pas sur GitHub. Ce n'est pas sur Stack Overflow. Les seules personnes qui connaissent cette syntaxe sont mes employés. Et... Il s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Et les étudiants du professeur Alistair Vance à Polytechnique. J'ai partagé l'architecture bêta avec lui il y a 5 ans pour son séminaire de dynamique avancée. Sarah cessa de respirer. Julien vit la réaction. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire gentil. Je t'ai eu. Il tapota à nouveau son téléphone. Faisons une référence croisée. Étudiant de Polytechnique, promotion 2020, professeur Vance, abandon. Il fit défiler. Il s'arrêta. Il regarda le téléphone. Puis il regarda Sarah. L'expression sur son visage passa de la suspicion au choc, puis à quelque chose ressemblant à de la confusion. Sarah Benoît, lut Julien sur l'écran. Ou comme vous étiez connu sur le serveur du campus. La fille quantique. Major de votre promotion, a publié 3 articles sur la dynamique des données fluides avant sa 3e année, parti pour être la valedictorian. Il leva les yeux. Et puis exclut. Accusé de vol de données. Accusé d'avoir volé l'argent de la bourse de recherche et de l'avoir détourné vers un compte privé. Sarah tressaillit comme s'il l'avait giflé. La honte brûlait sur son visage. « Je n'ai rien volé », chuchota-t-elle. « C'était une erreur. J'ai été piégé. » « C'est ce qu'ils disent tous, » dit Julien en se penchant en arrière. « Vous avez été mis à la porte, blacklisté. Aucune entreprise technologique respectable ne vous toucherait. Alors, vous êtes venu ici pour verser de l'eau. »« Je devais travailler, » dit Sarah, sa voix montant. « Ma mère est tombée malade. Les avocats coûtaient de l'argent. J'ai tout perdu. Je n'ai pas pris l'argent de la bourse. C'était quelqu'un d'autre. »« Qui ? » ?»« Ça n'a pas d'importance, » dit Sarah en détournant le regard. « Personne ne m'a cru à l'époque. Vous ne me croirez certainement pas maintenant. » Julien l'étudia. C'était un homme qui avait fait fortune en lisant les gens, en trouvant des modèles dans le chaos. Il regarda le code sur la tablette, un code qui avait été réparé avec une élégance qui suggérait un esprit mathématique pur. Puis il regarda la voleuse assise en face de lui. Les voleurs volaient. Ils ne réparaient pas les choses gratuitement. Ils ne refusaient pas les chèques. « Vous avez raison, » dit Julien. « Je ne vous crois pas encore. Mais je ne crois pas non plus qu'un voleur réparerait un bug à 4 milliards et essaierait de partir les mains vides. » Il ferma la tablette. « Voici la situation, Sarah Benoît, »
dit Julien. J'ai un lancement dans 48 heures. Mon ingénieur en chef est un idiot. Mes consultants sont inutiles. Et vous? Vous êtes une responsabilité. Vous connaissez le code maintenant. Vous avez vu l'architecture. Je ne peux pas vous laisser franchir cette porte. Vous ne pouvez pas me garder ici, dit Sarah. Je peux faire ce que je veux, répondit Julien. Mais j'ai une meilleure offre. Je ne vais pas vous donner 50 000 €. Sarah se prépara. Allait-il appeler la police? Allait-il la poursuivre en justice? Je vais vous donner un travail, dit Julien. Sarah cligna des yeux. Quoi? Je vire Henri ce soir. J'ai besoin d'un nouvel architecte système en chef pour le projet Orion. Vous êtes embauché. Vous êtes fou, dit Sarah. Je suis une serveuse. J'ai un dossier de fraude académique. Le conseil d'administration ne l'approuvera jamais. Je suis le conseil d'administration, cria Julien, frappant à nouveau la table, faisant sursauter Marc à l'arrière-plan. Je possède 51% des actions avec droit de vote. Je peux embaucher un Golden Retriever si je le veux. Et en ce moment, vous êtes la seule personne dans cette ville qui comprend pourquoi mes satellites laguaient. Il se leva et tendit la main. 1 million d'euros par an, stock option, couverture sociale complète, et je paie les dettes médicales de votre mère. Toutes. Ce soir. La pièce tourna. Sarah se sentit étourdie. 1 million. Sa mère en sécurité. Sa vie retrouvée. C'est quoi le piège? Demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Le piège, dit Julien, ses yeux s'assombrissant, c'est que nous avons 48 heures pour réécrire tout le protocole de communication avant le lancement. Et si nous échouons, Ether Dynamique fait faillite, et je vais en prison pour fraude parce que j'ai peut-être légèrement surestimé notre état de préparation auprès du ministère des Armées. Vous avez menti à l'armée? Demanda Sarah horrifiée. J'étais optimiste, corrigea Julien. Prenez-vous le travail ou non? Si vous dites non, Grave ouvre la porte et vous retournez verser de l'eau et vous noyez dans les dettes. Si vous dites oui, vous venez avec moi tout de suite au siège et nous sauvons le monde. Sarah regarda la porte de la cuisine. C'était sur là-bas. Calme, pas de pression, juste de la vaisselle. Puis elle regarda la tablette, le code, le puzzle, la logique complexe et magnifique. Ça lui manquait tellement que ça lui faisait physiquement mal. Elle regarda la main de Julien. « J'ai besoin d'une avance, » dit Sarah. « Pour la maison de retraite. » Avant d'écrire une seule ligne de code. Julien sourit. C'était le premier sourire authentique qu'elle voyait sur son visage. C'était tranchant, prédateur et excité. « Marché conclu, » dit-il. Il saisit sa main et la tira de la banquette. « Grave !» hurla Julien. « Prépare la voiture. On va au labo. » Julien entraîna Sarah vers la sortie. Elle eut à peine le temps de dénouer son tablier. En passant devant Marc, Julien s'arrêta. « Marc, » dit Julien. « Oui, monsieur Delacroix. » Marc s'inclina bas. « Elle démissionne, » dit Julien. « Et au fait, votre espresso a le goût de la boue. Arrangez ça. » Ils jaillirent des portes du restaurant dans la pluie battante où une limousine noire élégante attendait. Sarah Benoît, la serveuse, monta dans la voiture. Sarah Benoît, l'architecte du futur, était sur le point de renaître. Mais alors que la voiture démarrait, accélérant vers les gratte-ciel de verre de la Défense, aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue. La vitre descendit, et un homme avec un appareil photo à long objectif prit un cliché de Sarah montant dans la voiture de Julien. L'homme prit son téléphone et composa un numéro. « Elle a refait surface, » dit l'homme dans le téléphone. « Le bouc émissaire. Elle est avec Delacroix. Si elle regarde le code, elle verra la signature. Elle saura que ce n'était pas un accident il y a 5 ans. » Une voix à l'autre bout grésilla, froide et déformée. « Éliminez-la avant le lancement. » Le siège d'Ether Dynamique n'était pas un bâtiment. C'était un monolithe de verre noir perçant l'horizon de Paris-La Défense. Alors que la limousine fendait les rues pluvieuses, Julien Delacroix était sur 3 téléphones à la fois, aboyant des ordres à la sécurité, au juridique et à l'ingénierie. Sarah était assise dans le coin du siège en cuir, ses mains tremblant légèrement. Elle essuya une tache d'espresso de son uniforme. Elle se sentait comme un imposteur. Il y a 1 heure, son plus gros problème était ses pieds endoloris. Maintenant, elle tenait le destin d'un réseau mondial entre ses mains. « Nous sommes arrivés », dit Julien en raccrochant au nez d'un général hurlant. La voiture s'arrêta en crissant dans une baie souterraine privée. Grave, le chef de la sécurité, ouvrit la porte. Ils bougèrent vite. Un ascenseur qui scanna la rétine de Julien les propulsa au 80e étage en quelques secondes.
Les portes s'ouvrirent, révélant la salle de guerre. C'était un espace caverneux rempli de rangées de postes de travail haut de gamme, de racks de serveurs mur à mur clignotant de LED frénétique et d'une table holographique centrale massive affichant le globe. Environ 30 ingénieurs étaient rassemblés en grappe, l'air épuisé et terrifié. La pièce devint silencieuse alors que Julien entrait à grands pas avec Sarah traînant derrière lui dans son uniforme de serveuse tachée. « Écoutez-moi » cria Julien, sa voix coupant le bourdonnement des ventilateurs de refroidissement. « Arrêtez de taper. Les mains hors des claviers, maintenant. » Les ingénieurs se figèrent. « Ceci, » dit Julien en désignant Sarah, « est Sarah. Elle est la nouvelle architecte système en chef pour le projet Orion. » Un murmure d'incrédulité ondula à travers la pièce. Un homme grand et mince avec une queue de cheval et un t-shirt qui disait « Code Ordi » s'avança. C'était Henri, le chef actuel. Il avait l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. « Julien, tu ne peux pas être sérieux » ricana Henri, regardant Sarah de haut en bas avec mépris. Elle porte un uniforme de service du Zénith. Tu étais à court de café? Nous n'avons pas besoin d'une barista. Nous avons besoin d'un miracle. Elle vient de réparer la boucle de latence dans la version alpha, dit Julien froidement, tout en me servant du décaféiné. Que as-tu fait aujourd'hui, Henri, à part brûler mon électricité? La boucle de latence est matérielle, insista Henri. Ce sont les puces Omnia. C'était un pointeur nul dans le vidage du cache, prit la parole Sarah. Sa voix était calme, mais elle portait un ton de certitude absolue. Ligne 40222. Vous avez localisé la variable. Les satellites ne pouvaient pas vider les données poubelles, alors ils s'étouffaient avec. Henri cligna des yeux. C'est impossible. Le compilateur l'aurait signalé. Pas si vous utilisez le râpé obsidien, dit Sarah, passant devant Julien vers la console principale. Elle sentait le vieux rythme revenir. Le code se fichait de ce qu'elle portait. Le code ne se souciait que de la logique. L'obsidien priorise la vitesse sur la vérification syntaxique dans le pipeline de rendu. Vous devriez le savoir. C'est à la page 45 de la documentation. Henri devint rouge. Je n'ai pas mémorisé la documentation. Moi si, dit Sarah. Elle s'assit au terminal principal, le siège du capitaine. Maintenant bougez. Je dois réindexer tout le protocole de communication avant que les clés de cryptage ne tournent à l'aube. Henri tint bon. Je ne prends pas d'ordre d'une serveuse. Alors tu es viré, dit Julien nonchalamment. Sécurité. Escorter Henri hors du bâtiment. Révoquer son accréditation. Effacer ses appareils. Grave s'avança, sa main posée sur sa ceinture. L'arrogance d'Henri s'effondra instantanément. Il attrapa son sac et s'enfuit, jetant un regard haineux à Sarah alors que les portes de l'ascenseur se fermaient. Le reste d'entre vous, s'adressa Julien à la salle. Vous travaillez pour elle maintenant. Tout ce dont elle a besoin, vous l'obtenez. Si elle veut qu'un serveur soit redémarré, vous le redémarrez. Si elle veut un jambon beurre, vous le faites. Est-ce qu'on se comprend? Oui, monsieur, répondit la salle en chœur faiblement. Au travail, dit Sarah, ses doigts volant déjà sur le clavier mécanique. Pour les 12 heures suivantes, Sarah Benoît cessa d'exister. Elle devint une machine. Elle dirigea l'équipe pour dépouiller le code jusqu'à ses os. Elle réécrivit les protocoles de poignée de main. Elle optimisa les paquets de données. Elle dirigeait une symphonie de logique. Et pour la première fois en 5 ans, son cerveau se sentait vivant. Julien l'observait depuis le balcon au-dessus de la salle de guerre. Il sirotait un whisky, regardant l'écran principal. Les zones d'erreur rouges sur la carte mondiale passaient au vert une par une. « Elle est incroyable », chuchota David Rossignol, le directeur financier, debout à côté de lui. « Où l'as-tu trouvée ?»« Cachée », dit Julien doucement, à la vue de tous. Mais alors que le soleil commençait à se lever sur Paris, peignant la salle de guerre de bandes irrégulières de lumière orange, Sarah heurta un mur. Elle était profondément dans le noyau du système d'exploitation des satellites, cherchant toute autre inefficacité, quand elle le vit. Ce n'était pas un bug. Ce n'était pas une faute de frappe. C'était un bloc de code qui n'avait pas sa place là. Il était caché à l'intérieur d'un fichier audio factice masqué pour ressembler à du bruit système. Sarah se figea. Son cœur s'arrêta. « Julien !» appela-t-elle, sa voix tendue. Julien fut à ses côtés en quelques secondes. « Qu'est-ce qu'il y a ? La latence a fait un pic. »« Non, » dit Sarah. Elle pointa l'écran. « Regardez cette chaîne. C'est un fichier exécutable enterré dans la séquence de démarrage. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » « C'est une bombe logique, » dit Sarah,
l'horreur se levant sur elle. Elle est réglée pour se déclencher exactement 10 secondes après le lancement mondial. Elle ne fait pas juste planter le système. Elle inverse la polarité des propulseurs de navigation. Julien devint pâle. Si les propulseurs s'inversent, les satellites vont désorbiter. Ils vont tomber, finit Sarah. Les 50. Ce n'est pas juste un échec, Julien. C'est un bombardement. Ils brûleront dans l'atmosphère. Mais le champ de débris emportera tous les autres satellites en orbite basse. GPS, météo, communication militaire. C'est un événement de syndrome de Kessler. Cela ramènera le monde aux années 1970. Sabotage, siffla Julien. Quelqu'un a planté ça. Oui, dit Sarah. Elle ouvrit le code, analysant le style de signature. Chaque codeur a une empreinte digitale, une façon d'indenter, une façon de nommer les variables. Elle reconnaissait cette empreinte. Elle l'avait vue sur les serveurs partagés à Polytechnique. C'était arrogant, désordonné et brillant d'une manière cruelle. Je sais qui a écrit ça, chuchota Sarah. Qui? Demanda Julien. La même personne qui m'a piégé il y a 5 ans, dit Sarah en se tournant vers lui. Étienne Sterling. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. Étienne Sterling, le PDG de Vanguard Tech, mon plus grand concurrent. Il était dans ma classe, dit Sarah. Il a volé ma recherche. Quand j'ai essayé de le signaler, il a planté les preuves sur mon ordinateur portable. Son père était au conseil d'administration. Ils m'ont exclu pour le protéger. Il a bâti toute sa carrière sur mon algorithme. Et maintenant il essaie de détruire la mienne, dit Julien, son visage durcissant en pierre. Il doit avoir une taupe à l'intérieur. Soudain, les lumières dans la salle de guerre clignotèrent. Les écrans devinrent rouges. Une sirène commença à hurler. Un bourdonnement mécanique bas. Verrouillage système initié, annonça une voix informatisée. Système de suppression d'incendie actif. Je n'ai pas ordonné de verrouillage, cria Julien. Il sait, dit Sarah, regardant l'écran. J'ai touché le code. La bombe logique a un fil de détente. Si quelqu'un essaie de l'effacer, elle déclenche une défense localisée. Les lourdes portes anti-souffle en acier de la salle de guerre se fermèrent violemment, les scellant à l'intérieur. Les bouches d'aération sifflèrent en se fermant. Épurateur d'oxygène désactivé, lut Sarah sur la console. Il essaie de nous étouffer. La panique éclata dans la salle de guerre. Les ingénieurs se précipitèrent vers les portes, frappant sur l'acier renforcé. C'était inutile. La pièce était conçue pour survivre à une explosion nucléaire. Elle pouvait certainement garder 30 nerfs de l'informatique à l'intérieur. Silence, rugit Julien. Ne gaspillez pas d'oxygène. Il se tourna vers Sarah. Peux-tu l'annuler? J'essaie. Les mains de Sarah volaient sur le clavier. Il nous a bloqués hors des contrôles du bâtiment. Il tunelise depuis une connexion extérieure. Il saisit les privilèges d'administrateur. Sur l'écran principal, un visage apparut. Il était pixelisé, dans l'ombre, mais la voix était inoubliable pour Sarah. Elle était lisse, moqueuse et froide. « Bonjour, Sarah, » dit la voix. « Je me demandais où tu avais atterri. » Une serveuse. Quelle poésie. « Étienne, » dit Sarah, fixant l'objectif de la caméra. « Arrête ça. Tu vas tuer des gens. » « Seulement si Julien ne signe pas les droits du réseau Orion, » répondit la voix d'Étienne. « Julien, écoute attentivement. Tu as 30 minutes d'air restantes dans cette pièce. Transfère les droits de propriété intellectuelle et les clés de cryptage à Vanguard Tech et je déverrouille les portes. Refuse. Eh bien, ça aura été une tragédie. Une fuite de gaz chez Ether Dynamics tue toute l'équipe d'ingénieurs. L'action va s'effondrer et j'achèterai ton entreprise pour des centimes. Je ne vendrai jamais à toi, cracha Julien. Alors prends une grande respiration, rit Étienne. L'écran devint noir. Il bluffe, dit Julien, bien que la sueur perlât sur son front. Il ne bluffe pas, dit Sarah. Elle tapait furieusement, la sueur piquant ses yeux. Les niveaux de CO2 augmentent déjà. Nous avons 20 minutes, pas 30. La pièce est pleine de gens qui hyperventilent. Pirate la porte, commanda Julien. Je ne peux pas. C'est câblé en dur, dit Sarah. Mais je peux pirater le pirate. Quoi? Étienne est arrogant, dit Sarah, une détermination féroce illuminant ses yeux. Il laisse toujours une porte dérobée pour lui-même afin de pouvoir admirer son travail. Il est connecté au système en ce moment pour surveiller le verrouillage. Si je peux tracer sa connexion jusqu'à sa source,
je peux envoyer une boucle de rétroaction à travers son propre tunnel. Qu'est-ce que ça fera? Ça va griller son serveur, dit Sarah. Et ça forcera le système à redémarrer aux paramètres d'usine. Ça ouvre les portes. Fais-le, dit Julien. J'ai besoin de plus de puissance, dit Sarah. Le terminal standard n'a pas la vitesse de traitement pour briser son pare-feu avant que nous ne nous évanouissions. Je dois ponter la connexion directement au noyau Ether. Elle pointa les massifs racks de serveurs derrière une vitre au fond de la pièce. Je dois me brancher physiquement sur le cadre principal. Cette pièce est super refroidie, cria l'un des ingénieurs. Elle est maintenue à moins 30 degrés. Tu vas geler sans combinaison. Il n'y a pas de combinaison ici, hurla Sarah en se levant. Julien, j'ai besoin que tu m'aides à ouvrir le panneau du serveur. Tous les autres, asseyez-vous par terre et respirez superficiellement. Julien saisit un lourd extincteur. Allons-y. Ils coururent vers la paroi vitrée de la salle des serveurs. Julien fracassa l'extincteur contre le verre. Il se fissura. Il frappa encore et encore. Avec un fracas retentissant, le verre céda. Une bouffée d'air arctique les frappa instantanément. C'était un froid mordant, douloureux. Sarah halta, son souffle formant un nuage. Elle courut à l'intérieur, son fin uniforme de serveuse n'offrant aucune protection. « Quel port » hurla Julien, frissonnant en la suivant. « Terminal Alpha. » Sarah pointa à un monolithe noir au centre. « Je dois connecter l'ordinateur portable de maintenance directement à la colonne vertébrale. » Ses doigts s'engourdissaient déjà. Le froid était agonisant. On aurait dit des aiguilles perçant sa peau. Elle tâtonna avec le câble. « Tiens, » dit Julien. Il saisit ses mains, les frottant violemment pour générer de la chaleur. Il enleva sa veste de costume et la drapa sur ses épaules, se laissant juste en chemise. « Concentre-toi. Tu peux le faire. » Sarah brancha le câble. Elle ouvrit l'ordinateur portable. L'écran était lent dans le froid. Connexion établie. Elle lança la trace. Trace 20%. Allez, claqua-t-elle des dents. Sarah, dit Julien, se tenant derrière elle, la protégeant du souffle des ventilateurs de refroidissement. Pourquoi as-tu vraiment pris le blâme il y a 5 ans? Sarah tapait, ses doigts bleus. Ma mère était malade à l'époque aussi. Étienne. Il a promis de payer pour son traitement si je prenais la faute. Il a dit que ce serait juste une suspension. Il a menti. Il m'a fait expulser et il n'a jamais payé. La mâchoire de Julien se serra. Je vais le détruire. Je te le promets. Continue de taper. Trace 60%. Soudain, les haut-parleurs à l'intérieur de la salle des serveurs crépitèrent. Tu es persistante, Sarah, ricana la voix d'Étienne. Mais tu es trop lente. Je vois ce que tu fais. Je télécharge la bombe logique en avance. Adieu. Non, cria Julien. Il accélère la séquence de lancement, hurla Sarah. Si les satellites s'activent pendant que nous sommes en verrouillage, la surtension fera sauter ce bâtiment. Trace 80%. J'ai besoin d'une distraction, hurla Sarah. Il bloque mes paquets. J'ai besoin que quelqu'un surcharge la bande passante externe pour que son pare-feu soit distrait. Comment? Demanda Julien. Les téléphones, dit Sarah. Chaque téléphone dans le bâtiment. Nous devons pinger le serveur tous en même temps. Julien courut à la porte de la salle des serveurs. Il cria dans la salle de guerre. Tout le monde, sortez vos téléphones. Commencez le streaming. Téléchargez. Uploadeuse. Spammez le réseau maintenant. Les 30 ingénieurs, étourdis par le manque d'oxygène, fouillèrent pour trouver leurs appareils. Ils commencèrent à télécharger des films en 4K, à diffuser des vidéos en direct, à pinger chaque site web qu'ils connaissaient. Trafic réseau critique. Ça marche, cria Sarah. Som parapheullac. Trace 95%. Je t'ai eu, chuchota Sarah. Elle frappa la touche finale. Exécuter surcharge boucle de rétroaction. Une étincelle explosa de l'ordinateur portable. Sarah cria alors qu'une décharge d'électricité happait ses doigts. Les lumières de la salle de guerre moururent complètement. Obscurité. Puis les lumières d'urgence baignèrent la pièce en rouge. Clac. Les lourdes portes anti-souffle sifflèrent. Elles commencèrent à s'ouvrir. L'air frais se précipita dans la pièce. Les ingénieurs applaudirent, haletant pour respirer. Mais dans la salle des serveurs, Sarah n'applaudit pas. Elle s'affaissa en avant, glissant de la chaise sur le sol gelé. « Sarah !» cria Julien.
Il la ramassa dans ses bras. Elle était glacée. Ses lèvres étaient bleues. Il la porta hors de la chambre froide dans la salle de guerre. « Appelez un médecin !» hurla Julien, la posant sur la table. « Appelez un médecin maintenant !» Il pressa sa main contre sa joue. « Sarah, reste avec moi. Tu l'as battu. Tu as gagné. N'ose pas me lâcher maintenant. » Les paupières de Sarah papillonnèrent. Elle le regarda, sa vision se brouillant. « Est-ce qu'on a sauvé les satellites ?» chuchota-t-elle. « On a tout sauvé, » dit Julien, sa voix se brisant. « Bien, » murmura-t-elle. « J'ai toujours besoin de cette avance pour ma maman. » Ses yeux se révulsèrent et elle devint molle dans ses bras. Le bip était régulier, rythmé. Ce fut la première chose que Sarah entendit avant que l'odeur d'antiseptique et de lys coûteux ne frappe son nez. Elle cligna des yeux pour les ouvrir. Elle n'était pas dans une chambre d'hôpital typique. Les murs étaient d'une couleur crème douce. Les draps étaient en coton à haute densité de fil et à travers la fenêtre, elle pouvait voir le jardin des Tuileries baigné dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. « Tu es réveillé. » Julien Delacroix était assis dans un fauteuil à côté du lit. Il avait l'air différent. La cravate avait disparu. La posture agressive avait disparu. Il avait l'air fatigué, mais pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il avait l'air en paix. Il lisait un livre de poche. Quelque chose sur la mécanique quantique. « Combien de temps ?» croassa Sarah. Sa gorge était sèche. « 3 jours, » dit doucement Julien, fermant le livre. Il versa un verre d'eau et le tint à ses lèvres, sa main. « Douce. Tu as fait une hypothermie sévère et un épuisement. Les médecins ont dit que ton corps s'est juste éteint. Il avait besoin d'un redémarrage. » Sarah but l'eau avidement. Puis le souvenir revint. La salle des serveurs glaciales. Le code. Étienne. Le lancement. Elle haleta, essayant de s'asseoir. Est-ce que les satellites ont... Julien sourit, la repoussant doucement contre les oreillers. Le projet Orion a été mis en ligne il y a 24 heures. C'est impeccable. La latence mondiale se maintient stable à 4 millisecondes. Le ministère des Armées appelle ça un miracle technologique. Le prix de l'action a triplé. Sarah laissa échapper un long soupir, s'enfonçant dans le matelas. Et Étienne. L'expression de Julien durcit. Une lueur de satisfaction froide entra dans ses yeux. Il a essayé de fuir. Après que tu aies grillé son serveur, la boucle de rétroaction n'a pas seulement redémarré son système. Elle a vidé tout son disque dur sur le réseau public. Chaque email, chaque brevet volé, chaque pot de vin. Julien attrapa une télécommande et alluma la télévision montée au mur. C'était une chaîne d'information en continu. Le titre disait « Le PDG de Vanguard Tech arrêté dans un scandale de fraude ». Les images montraient Étienne Sterling, menotté, conduit hors de son pantouse par des agents. Il avait l'air échevelé, terrifié et petit. Ils ont trouvé le code de la bombe logique sur son disque privé, expliqua Julien. Ainsi que la preuve qu'il t'a piégé à Polytechnique il y a 5 ans. L'université a déjà publié des excuses publiques. Ton diplôme est rétabli avec les honneurs, Sarah, et Étienne regarde 20 ans de prison ferme pour espionnage industriel et tentative de cyberterrorisme. Des larmes picotèrent les yeux de Sarah. Ce n'était pas l'argent ou le travail. C'était le nom. Son nom était propre. Et ma mère ? demanda Sarah, sa voix tremblante. Elle a été déménagée hier, dit Julien. Elle est à la résidence Kensington. C'est le meilleur établissement de soins de la mémoire en Europe. Suite privée, infirmière 24 heures sur 24, et un jardin plein d'hortensias. C'est payé intégralement, pour toujours. Sarah couvrit son visage de ses mains et sanglota. C'était une libération de 5 ans de tension. 5 ans à porter le poids du monde sur ses épaules, tout en versant du café pour des étrangers ingrats. Julien attendit qu'elle se calme. Puis il se leva et ajusta sa veste. « Il y a encore une chose, dit-il. Je ne veux pas que tu sois l'architecte système en chef. » Sarah essuya ses yeux, confuse. « Vous me virez. » « Non, » dit Julien. Il fouilla dans sa poche et sortit une épaisse enveloppe. Il la plaça sur le lit. « Je te promets. Je n'ai pas besoin d'une employée, Sarah. J'ai besoin d'une partenaire. J'ai besoin de quelqu'un qui me dit quand j'ai tort. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus intelligent que moi. » Sarah ouvrit l'enveloppe. C'était un contrat, pas pour un emploi, mais pour des capitaux propres, un statut de cofondatrice. « Je scinde la division logicielle en une nouvelle société, » dit Julien. « Je veux que tu la diriges en tant que PDG. » Sarah regarda le contrat, puis Julien. « Je suis juste une serveuse. »
Non. Julien secoua la tête, se penchant près d'elle, ses yeux verrouillant les siens. Tu n'as jamais été juste une serveuse. Tu étais une reine en exil. Il est temps de reprendre ton trône. Il tendit la main. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Prête à construire le futur. Sarah regarda sa main. Elle pensa à la cage de cristal au restaurant, à la carafe brisée, à la pluie et à la salle des serveurs froides. Elle pensa à la vie qu'elle avait laissée derrière elle. Elle sourit, prit sa main et la serra. « Seulement si je peux bannir le café décaféiné du bureau, » dit-elle. Julien rit, un son riche et authentique. Marché conclu. Quel incroyable voyage! D'avoir été réduite au silence et humiliée dans un restaurant haut de gamme à devenir la PDG d'un empire technologique, Sarah Benoît a prouvé que la véritable intelligence ne peut pas être cachée par un uniforme. Julien Delacroix a appris la leçon la plus dure de sa vie. Ne jamais juger quelqu'un par sa position, seulement par son esprit. À la fin, la serveuse n'a pas seulement servi le milliardaire. Elle l'a sauvé. Et Étienne Sterling a découvert à la dure que lorsque vous essayez de détruire un génie, vous finissez généralement par ingénier votre propre destruction. Si vous avez aimé cette histoire de karma, de rédemption et de drame technologique à enjeux élevés, s'il vous plaît écrasez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quiconque a besoin d'un rappel que sa situation actuelle ne définit pas son avenir. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire. Question pour les commentaires. Avez-vous déjà été sous-estimé par quelqu'un à cause de votre travail ou de votre apparence? Racontez-moi votre histoire ci-dessous. Je lis chaque commentaire. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.